centre d'accueil, puis que je voyais mon dossier. Puis j'ai jamais vu mon dossier au complet non plus. Alors, c'est un système qui n'a pas de compétiteurs, c'est un système qui dispose d'énormes moyens, il est animé d'une logique de gestionnaire. On sous-estime la logique humanitaire et définitivement, il n'y a pas d'âme dans ce système-là. On tombe dans une logique anomique, dans le sens où chacun fait son petit bout de chemin, mais toute la dimension du lien de l'âme, de l'humanitaire est diluée. Ça aurait été ça l'important. Comment ils nous écoutent. Oui, de prendre tout ce qu'on dit en note. Puis après ça, essayer de trouver entre les lignes ce qu'on essaie de dire, voir si y a un message caché. Parfois, on était vraiment francs avec eux autres, mais les autres essayaient de trouver un message derrière ça quand il n'y avait pas de message derrière ce qu'on disait. Quand j'étais jeune, j'avais beau dire que j'étais pas bien, puis tout ça, puis on m'écoutait pas, on me croyait pas, fait que ça m'a suivi. Puis aujourd'hui, quand je parle, j'ai souvent l'impression d'être pas pris au sérieux, puis que le monde me croit pas, ou l'impression que si je parle, ça sert pas à grand-chose, parce que c'est comme si je parlais dans le beurre. Souvent, j'ai cette impression-là. J'ai vu des enfants énormément attachés à un éducateur ou une éducatrice qui a pris cet éducateur-là comme figure parentale et où l'éducateur a accepté de jouer ce rôle-là. Ce qui est un peu exceptionnel parce que, en général, les éducateurs jouent un rôle d'éducateur, discipline. Ceux qui acceptent de s'attacher favorisent le développement de l'enfant et en favorisant ce type d'attachement-là, leur permettent de passer à travers des épreuves difficiles et de s'en sortir plus facilement un jour. Le mot confiance, là, en dedans, il n'existe pas. Puis il n'a jamais existé, puis je pense qu'il n'existera jamais. Parce qu'en dedans, t'arrives, éducateur, je m'excuse, là, étiqueter trou de cul. Ces autres, là, tu pars, puis ils s'en lavent les mains, on passe à un autre. Puis il y a bien des fois que j'aurais pu embarquer avec un éducateur, il a l'air sincère. Moi, aussitôt, je sortais du bureau, il lâchait un supplément, puis on passe à un autre. Comment Michel a-t-il pu passer son enfance et son adolescence de 7 à 18 ans entre les murs de la DPJ sans jamais s'attacher à personne et sans qu'aucun adulte ne le prenne sous son aile? Tu vas conter ton problème à un éducateur X. Il y a un meeting à 3 heures. Ton problème, il est rendu que tous les éducateurs le savent. On est en meeting, puis on s'échange des informations sur les jeunes. Mais là, cette confiance-là, tu es en train d'établir, là, tout le monde le sait. C'est comme si moi, je dis un secret à quelqu'un, puis il va aller répéter à 20-25 personnes. Tu ne feras plus confiance, mais moi, c'est la même affaire. La faction en centre d'accueil, vraiment, là, à ce que moi je me rappelle, là, j'ai jamais eu d'affection envers personne en centre d'accueil. Moi. Jamais, jamais, jamais. Je me formais une carapace plus que d'autres choses. Parce que je me disais, tabarouette, j'embarque dans le système, m'embarquer. Je me laisserai pas détruire. Laissés à eux-mêmes et sans suivi médical ou clinique, il ne faut pas s'étonner que plusieurs jeunes en viennent à commettre des actes répréhensibles, deviennent toxicomanes ou se suicident. Selon une enquête menée auprès de 791 jeunes, plus d'un jeune sur 4 hébergé dans un centre jeunesse de Montréal a déjà eu des idées suicidaires ou a tenté de s'enlever la vie. C'est quand tu te retrouves toute seule dans ta chambre la nuit, il fait noir, il n'y a aucun son. Tout ce que tu entends, c'est le pas des agents à corridor qui passent. Puis tu voudrais juste pouvoir parler à tes parents ou voir tes amis.
puis penser que tu sais pas combien de temps tu vas sortir de là, combien de temps tu vas pouvoir voir face à ta mère ou à tes amis ou au monde qui t'est cher à toi. Dans ça, t'as juste le goût de mourir. T'as le goût de te mettre en petite boule puis attendre que la mort vienne te chercher. Il y en avait une à côté de ma chambre, elle s'est essayé de se suicider comme 4-5 fois en se pendant. Ah, il y en a, là, ça sauve les vannes là-dedans, puis après ça, tu enlèves son rasoir, tu enlèves tout ce qui est dangereux dans sa chambre, puis tu le mets en conséquence pendant 24 heures parce que c'est de l'automutilation. Ça a-tu de l'allure, sérieusement? Ça n'a pas d'allure, là. Tu le mets au 5B en isolement pendant 24 heures parce qu'il s'est automutilé. Tu penses-tu que le jeune, là, en faisant ça, ça va régler son problème, mais qu'il sorte de sa chambre? Il est désespéré, le jeune. Voyons donc, il essaye de se tuer, c'est pas pour rien, tu sais. Moi, j'ai vu des jeunes s'éteindre suite à un phénomène d'institutionnalisation ou de centre d'accueil. Je trouve qu'on a peu d'activités dans ces centres-là. Je trouve qu'on les surveille, on les encadre. C'est ça qu'on fait. On les prend dans des quartiers défavorisés et on les met hors de circuit jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Puis après ça, bye-bye la visite. Je suis restée dans le foyer de groupe jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis ils ont décidé de m'envoyer dans un appartement supervisé pour pouvoir m'habituer à me débrouiller tout seul pendant mes 18 ans. Mais tu sais, j'avais jamais fait à manger. Je savais même pas faire à manger, là, même pas un steak. Là, je savais rien faire. Là. Au début, c'était pas trop pire, mais rendu comme à la moitié de mon année, là, quand j'avais comme 17 ans et demi, là, je commençais à me dire que je vais avoir 18 ans bientôt, là, puis la DPJ, ils sont plus là, tu sais. Parce que souvent, je me le faisais dire par mes travailleurs sociaux, là, 18 ans, il faut que tu t'arranges tout seul, là, on n'est plus là, là. C'est très rassurant.